Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, je rappelle que vous dirigez la liste qui établit la liste des meilleurs restaurants. Donc, c'est une application à télécharger qui vous rendra bien des services et qui vous sera très utile. Comment est né ce projet d'ailleurs de liste? En fait, on a une façon de raisonner, on fait que des listes. Je suis sûre que vous faites Tu la reine de la to-do list. la to-do list, la shopping list, la liste de Noël, la liste des courses, la wish list. Donc, on a une façon de penser avec des listes. Ça nous aide à ne rien oublier. Et pour les restaurants, c'est pareil, c'était il y a 10 ans. Et on s'était dit, on va lister les meilleurs endroits du monde pour manger, donc les meilleurs restaurants du monde. Et en 10 ans, on en a cumulé 35 000, quand même. C'est pas... Ouais, non, la liste est longue. Mais comment on s'y prend pour faire cette liste alors? Et en fait, il y a 10 ans, l'équipe s'était dit, on va agréger tout ce qui parle, qui note, qui classe les restaurants. Donc, en allant chercher tous les guides gastronomiques, en lisant toute la presse gastronomique, on a commencé à repérer tous les restaurants du monde, à les mettre dans une base de données, à conserver ces liens. Donc, en fait, comme un Google géant de la food, on a listé tous ces restaurants à partir du moment où les articles étaient positifs, évidemment. Bon, il y a certains critiques gastronomiques qui sont assez sévères, mais généralement, tous ces 35 000 adresses sont positives, sont les meilleures du monde. On m'a dit que vous aviez des petits documents. Oui, alors c'est uniquement pour décorer, puisqu'on va parler du tea time. Ah voilà, c'est l'heure c'est du ça. thé. Oui. Il est 4h30, c'est l'heure du goûter ou du thé, ça dépend. Justement, on va en parler, comment les Anglais ont créé cette habitude du tea time, comment on l'a adapté chez nous en France, comment elle s'adapte aussi dans d'autres pays et comment les chefs pâtissiers s'amusent à innover dans tous les sens. Je crois que j'ai un nouveau message. C'est ça, j'avais bien compris. Alors, pour parler de ce tea time, les rituels et la culture selon les pays, on a des invités. D'autres femmes vont nous rejoindre. Aya vient nous rejoindre, Elisabeth et Elena. Aya et Elisabeth et Elena, et elles vont pouvoir nous parler. On peut les applaudir. Et dis donc, c'est pas 100% girl power ce petit plateau là. Si, quand même, c'est à souligner. Ouais, et ça vous tient à cœur d'ailleurs, hein, parce que j'ai lu pas mal. Oui. Ah bah, je pense que ça nous tient tout à cœur. Toutes. Là, j'ai pas le monopole de mettre en valeur les femmes chefs, les femmes pâtissières et toutes celles qui travaillent dans les métiers de bouche. Et oui. Passionnées. Cette parité là, il faut se battre quand même pour l'obtenir. Ouais, il faut se battre, il faut se serrer les coudes et puis il faut oser, il faut y consacrer du temps aussi. Souvent, on est un peu en retrait. Donc, on essaye d'être là. On va peut-être faire un petit tour de table et je vais vous laisser vous présenter chacune d'entre vous. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aya Belkaya. Je suis chef pâtissière. J'ai ma boutique basée au Maroc, à Casablanca. Voilà. Moi, je m'appelle Elisabeth Hutt. Je suis pâtissière dans un hôtel qui s'appelle le Plaza Athénée à Paris, dans le 8e arrondissement, depuis 4 ans. Et très heureuse d'être là. Merci à vous d'être présents. Je regarde. Bonjour, moi je suis Elena. Je travaille en tant que master tea sommelière. Donc c'est comme pour le vin, mais pour le thé, dans la maison Palais d'été. Et donc on est basé un petit peu partout dans le monde maintenant. Mais moi je suis basée à Paris et avec un attrait particulier pour les sujets de la gastronomie et de la pâtisserie particulièrement. Donc ravie de participer à ce panel autour du tea time, qui est un sujet hautement gourmand. Oui. Je crois qu'il nous plaît toutes sur cette scène. En plus, c'est l'heure. Franchement, alors vraiment, on est à propos. Il est bientôt 16h. Qu'est-ce que vous aviez envie de présenter et de dire sur ce tea time et ces rituels? En fait, en juin, lorsqu'on a primé Maxime, meilleur chef pâtissier le plus créatif du monde, on a d'autres prix. On a aussi le prix du meilleur tea time du monde. Donc, à la fois, on agrège toutes les pâtisseries du monde, mais aussi tous les salons de thé et tous les afternoon tea des grands hôtels dans le monde. Donc, ça nous fait chercher des expériences à consommer entre 15h et 18h.
et de chercher ces chefs pâtissiers qui ont un peu un moment dédié pour, pour marier le thé, la pâtisserie, des gourmandises sucrées, salées. Enfin, il y a tellement de façons de créer un moment particulier lors de ce moment que voilà, c'est ce qui nous a amené à créer ce moment avec des profils très, très complémentaires. Parce que c'est quand même un rituel qui est assez ancien et qui nous est arrivé. Elena en parle mieux parce que c'est quand même la sommelière du thé. Elle a quand même cette vision historique de quand est né le thé à l'heure à laquelle on est là, à À notre 16h30, à notre heure. Le thé, en réalité, il est arrivé en Europe assez récemment. Il faut attendre le XVIIe siècle pour vraiment voir le thé arriver en Europe. Et beaucoup plus tard, pour voir s'instituer le moment du thé, du tea time, vraiment, qui est devenu vraiment ce moment entre le déjeuner et le dîner. La duchesse de Bedford avait un peu faim. Elle a commencé à créer ce moment où il y avait à la fois du thé qui était servi, mais des gâteaux, des sandwichs, ce qu'on appelle la finger food. Donc de plus en plus, elle a commencé à inviter ses amis et ça a fait des émules dans les cours d'Angleterre. Donc après, c'est au fur et à mesure, 17, 18, 18e siècle vraiment, 19e. Et là, on a de plus en plus aujourd'hui des tea time qui s'émancipent de ces carcans anglais qui avaient vraiment une acception très particulière de ce qu'était le tea time. On attendait un certain type de sandwich, un certain type de pâtisserie avec un thé à l'anglaise, donc souvent très corsé, ou un Earl Grey, enfin des choses assez classiques. Aujourd'hui, si on va dans les palaces à Paris ou dans beaucoup d'autres endroits qui s'essaient à cet exercice-là, en fait, on peut voir que le thé souvent est devenu assez secondaire et que vraiment on va pouvoir trouver des propositions gastronomiques très différentes. Et moi, je suis assez persuadée qu'on peut allier les deux dans une approche de plus en plus originale, parce que le monde du thé évolue aussi comme le monde de la pâtisserie, et que du coup, on peut avoir cette même logique de pairing aujourd'hui, comme on associe des très bons vins à un repas, on peut très bien associer des très bons thés à un très bon tea time. Alors Elisabeth, comment ça se passe du coup au Plaza Athénée? Comment vous gérez ce moment de la journée? Et ben nous, on accueille des gens qui sont originaires de plein de pays et qui ont des manières de consommer qui sont très différentes. Donc justement, on a une très grande plage horaire. Entre 14h et 18h, grosso modo, on prépare des tea time qu'on peut choisir sucré, salé, accompagné de champagne ou justement avec du thé, des cocktails. Enfin, on essaye de répondre à toutes les demandes. Nous, on a fait le choix de proposer 6 pâtisseries différentes, aussi pour pouvoir mettre en avant les différentes saisons, notre savoir-faire, les savoir-faire des services qui sont liés à ceux de la pâtisserie, comme la boulangerie par exemple, d'avoir une pièce boulangère à chaque fois, qui sera peut-être illustrée par la suite, je pense. J'arrive pas à faire avec la télécommande. Bah venez alors, il faut venir, il faut venir le goûter pour savoir. Je suis arrivée à faire un truc. Mais en tout cas, moi, je trouve que le goûter, enfin moi, dans mon histoire personnelle, c'est la première fois où j'ai pu rentrer dans un grand hôtel et où j'ai osé en fait, passer la porte en me disant j'ai la possibilité déjà financièrement de le faire et en plus comment dire, être dans un monde, dans un univers qu'on m'offre, d'être dans un moment chaleureux avec des serveurs qui sont aux petits soins. De vraiment d'être dans un cocon et pas seulement d'arriver dans une pâtisserie et d'essayer de trouver un endroit cosy ou alors de rentrer chez soi qui est un endroit qu'on connaît pour pouvoir déguster une pâtisserie. Vraiment, c'est l'idée d'avoir tout un univers qu'on vous offre. Et on a de belles images, Voilà. c'est vrai que Ah, ça voilà. fait envie. C'est le tea time du Plaza Athénée. Waouh, trop bien. Voilà, donc les sandwichs salés sur la gauche et ensuite une petite pièce qu'on a voulu rendre iconique et qu'on décline au fur et à mesure du temps qui s'appelle le 100% Plaza. Donc c'est un hommage à la fois au 100% d'Angelo Musa qui est mon binôme au quotidien au Plaza Athénée, mais qu'on a ici voulu travailler avec le thé qui est parfumé, enfin qui a été parfumé et créé pour le Plaza Athénée, donc avec des arômes très floraux. Et ensuite, à chaque fois, on fait une pièce différente. Donc, la pièce qui est à côté de la pièce rouge, c'est une mouna, en l'occurrence. Donc, inspiration, voilà, aussi, Maghreb, par mon chef boulanger Pierre-Emmanuel Vargas. Et ensuite, des pièces, on a toujours une pièce chocolatée, une pièce fruitée. Et on essaye d'évoluer au fur et à mesure des saisons pour coller au maximum avec la saisonnalité. Je trouve ça très doux, très féminin comme univers. Pour le coup,
Il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent à ce moment-là et qui consomment. Je crois. Oui, c'est Ouais, vrai. je crois. Mais c'est Ouais. vrai qu'il y a aussi vraiment des moments où on se dit c'est une sortie de filles, c'est une Ouais, c'est sortie vrai. Hein. d'amis hommes, c'est en famille. Enfin, on voit vraiment et les gens viennent célébrer des moments aussi importants de leur vie, une réussite en examen, un anniversaire, etc. Donc on est très heureux. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est un peu la porte d'entrée à ces établissements un peu intimidants et pour de mauvaises raisons parce que en fait, c'est des gens comme vous et moi qui servons nos clients. On a juste à cœur que vous passiez un bon moment. Oui. Bon, on viendra, c'est promis. Aya, comment ça se passe du côté de Casablanca? Pardon, excusez-moi. Au Maroc, c'est complètement différent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôtels, les grands établissements comme le Royal Mansour, la Mamounia, on a vraiment le tea time à proprement parler, comme on trouve dans les palaces à Paris ou ailleurs. Mais si on parle vraiment de la culture marocaine et du tea time, en fait, c'est un moment qui va pouvoir être partagé à toute heure de la journée. C'est-à-dire que ça peut être en matinée entre le petit déjeuner et le déjeuner, ou l'après-midi entre le déjeuner et le dîner. Parce que le thé, c'est vraiment, comme on appelle senia d'ethey, c'est vraiment le plateau avec la théière, les verres, comme vous pouvez voir sur la photo. C'est quand on reçoit quelqu'un à la maison, c'est vraiment très important de lui proposer un verre de thé avec quelques petites pâtisseries à grignoter. En général, on est sur de la biscuiterie sucrée ou des fruits secs, tout simplement. Donc, c'est vraiment euh, pour accueillir les invités. Voilà. Donc, sur la photo, vous voyez, c'est vraiment le thé à la marocaine. Et après, selon les régions, il est parfumé différemment. Donc, la base, c'est la menthe et du thé vert. Et en fonction des régions, on peut ajouter soit de l'absinthe, soit de la menthe poivrée, soit de la sauge. Donc ça va vraiment varier. Et la méthode de préparation aussi. Dans le nord du Maroc, il n'est pas préparé de la même manière qu'à Marrakech, par exemple, ou à Casablanca. Donc c'est vraiment différent. Ouais. C'est passionnant et infini cet univers du thé. Oui, c'est absolument extrêmement vaste et je te rejoins tout à fait sur le fait que finalement l'heure du thé, comme on l'appelle, le thé n'a pas vraiment d'heure et en fait selon les pays où on va en boire, ça va commencer très tôt le matin, finir très tard le soir et je trouve que l'histoire du thé au Maroc est particulièrement intéressante parce que c'est très récent. En fait, ça date du 19e siècle le thé à la menthe parce qu'avant il n'y avait pas de thé en fait au Maroc. Il a fallu attendre que les Anglais ne puissent plus vendre du thé en Crimée et qu'ils décident de le vendre au Maroc pendant la guerre de Crimée pour que d'un coup, cette boisson devienne absolument incontournable. Donc avec un thé qui vient souvent de Chine, qui est un gunpowder, donc un thé vert assez corsé, et qu'on puisse le décliner, comme tu dis, sous un million de boissons différentes. Mais exactement. Et tu sais que par exemple, du côté de Merzouga, donc la région vraiment du désert, etc., on ne boit pas le thé avec de la menthe. C'est un sacrilège. C'est que le thé et il faut qu'il soit, comme on dit, mshahar, c'est-à-dire bien, bien corsé. Sinon, pour eux, c'est pas le vrai thé. Et bien sucré, non? Oui, et bien, bien sucré aussi. Parce que, bon, il faut faire passer le côté corsé. Écoute, mais aussi de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font de plus en plus attention à la consommation de sucre, et on commence à apprécier la consommation de thé sans sucre. Et en général, on a toujours deux théières, une théière sucrée et une théière non sucrée, et on fait ce qu'on appelle nos, moitié-moitié. Comme ça, on a un petit peu de thé sucré et du non sucré. C'est une hérésie, le sucre dans le thé. Pas dans le thé à la menthe. Non, ça, oui. On boit tous le thé à la Oui. menthe sucré, sinon ça serait pas exactement pareil. Mais effectivement, nous, c'est le seul thé que moi personnellement je bois sucré. Après, l'histoire du thé a très longtemps été mélangée à d'autres éléments, à du lait, comme on peut voir évidemment en Angleterre. Mais il y a 2000 ans, c'était avec des épices, des écorces d'orange. Encore aujourd'hui au Tibet, c'est mélangé avec du beurre de dri, la femelle du yak. Donc en fait, la pureté du thé est assez récente et assez occidentale en fait. Donc, mais par contre, c'est vrai que ça vaut le coup de se pencher sur le thé comme on se pencherait sur n'importe quelle autre boisson et l'apprécier de la même manière, c'est-à-dire préparer dans les bons paramètres, etc. et déguster comme on dégusterait un bon vin. Et d'ailleurs, on peut tout à fait déguster le thé préparé à froid. Et dans ce cas-là, on a une expérience qui s'approche beaucoup de la sommellerie. Et ça permet aussi de s'associer très bien à la pâtisserie, de choisir aussi des températures en fonction de ce qu'on sert à côté. Parce qu'Elena est tea sommelier, pardon, et c'est quand même hyper intéressant de savoir comment est-ce que vous développez ces compétences. Et qu'est-ce que c'est un tea sommelier ?
Alors Et nous, qu'est-ce on qu'il faut a, faire? boire du thé. Voilà, ça c'est accessible à toutes et tous, donc ça c'est super. Mais pour la sommellerie du thé, effectivement c'est une discipline assez récente, si on peut parler de discipline en tant que telle. C'est vraiment la même logique que pour la sommellerie du vin. Disons qu'en fait, entre tea sommelier et master tea sommelier, on va avoir une dimension vraiment œnologie qui va s'ajouter, c'est-à-dire à la fois la connaissance des terroirs, etc., les compétences de préparation, et après tout un travail sur le pairing, effectivement, avec quoi ça va s'associer, préférer un terroir émergent, aller chercher des thés un petit peu différents en Géorgie, on va au Pérou, en Colombie, on va avoir des choses assez originales qui vont se faire, ou préférer des grands classiques de Darjeeling ou de certaines régions de Chine. Donc, il y a à la fois la connaissance théorique, qui va recouvrir de la géographie, de la botanique, de l'histoire, etc., et à la fois la dimension très pratique de préparer le thé, le boire et surtout le partager, parce que si on fait tout ça, c'est quand même surtout pour pouvoir le partager avec le maximum de personnes. Et ce qui est super avec le thé, c'est qu'on peut en boire à tout moment de la journée et en faire boire à beaucoup de gens. Donc ça, c'est quand même super de se dire aussi que c'est une boisson très très inclusive. Et je pense que justement, ça s'adresse à des publics très très différents, notamment pour ça aussi. Ça empêche de dormir à tout moment de la journée, non? Pas tous, pas tous. Effectivement, il y a À beaucoup part le rooibos. Effectivement, bon, on a beaucoup d'infusions qui sont tout à fait safe et sans aucune caféine. La théine et la caféine, d'ailleurs, c'est la même molécule, si jamais certains s'interrogeaient là-dessus. Par contre, le thé préparé à froid ne libère aucune caféine. C'est-à-dire que même vos thés préférés, si vous avez envie de les boire à froid, vous les préparez à température ambiante, il n'y aura pas de caféine du tout. Et donc, vous pouvez boire absolument tout ce que vous avez dans vos placards jusqu'à très tard le soir sans prendre trop de risques. Attends, ça veut dire qu'on met de l'eau froide? À température ambiante, ouais. Enfin, voilà. Pendant 45 minutes. Le thé de son temps choix. d'infusion plus est long. bien plus long. Ouais. Et il n'y a pas de café. Il n'y a pas de caféine. Mais c'est génial cette C'est information. bien ça. Oui, j'étais en train de vérifier Oui. en me disant le matin, je peux me préparer un thermos à Mhm. froid, l'eau froide, le thé que j'aime bien, 45 minutes, et je peux le boire jusqu'au soir. Complètement. Ouais, complètement. Donc c'est très recommandé et ça permet de varier les Ça plaisirs. va quoi. changer ma vie, cette histoire. Au Plaza, vous avez une belle carte d'été. On a une belle carte d'été. On travaille avec Lydia Gauthier. Je pense que voilà, le nom est bien connu. Et évidemment, avec les thés les plus classiques, mais aussi avec des thés qu'elle source et des associations de saveurs qu'elle peut faire, que ce soit avec des fruits, avec des fleurs, avec des épices. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on ne fait pas cette proposition d'infusion à froid. Et moi, j'ai découvert ça avec les grands jardins. Qu'on propose pour plutôt faire du pairing salé, pour avoir une alternative pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas commander d'alcool, mais aussi pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une autre proposition. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, on a une autre saveur et on vient sur des notes qui se rapprochent d'un whisky tourbé avec des thés. Je suis en train de chercher le nom, l'absinthe souchon, merci. je l'ai lu dans ton regard. Ouais, vraiment des choses qui se rapprochent d'autres boissons qu'on a l'habitude de consommer en salé ou des thés au riz grillé, par exemple, qui s'associent très bien et qui viennent apporter beaucoup de gourmandise à nos desserts, notamment aux desserts au chocolat. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut les consommer au Plaza Athénée, mais sur la partie tea time, c'est vrai qu'on reste encore très traditionnel et ça a besoin d'évoluer. Et nous, Lydia Gauthier est passée par Palais d'été, donc on a une approche aussi très proche. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un milieu où on est confrères et consoeurs, donc on apprécie surtout la démarche. Donc je connais bien ce qu'elle fait et c'est vrai qu'elle fait des choses super. Là, on a le thé préféré d'Elena. Parce qu'en préparant thés la préférés. table ronde, je leur avais posé la question, mais quelle est l'expérience de tea time qui t'a le plus marqué ou quel est ton tea time idéal? Et Elena m'avait dit Ogata à Paris. Disons que quand tu m'as posé la question, je l'ai trouvé très difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des classements, donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les... Voilà, c'est ça, je suis à bonne école. Mais c'est très dur, je trouve, de choisir parce qu'il y a des très, très, très belles propositions dans beaucoup de palaces parisiens et que j'aime les aimer tous. Disons que s'il fallait en sélectionner un qui sort du lot, j'ai choisi Ogata parce que Ogata, c'est vraiment un temple de l'esthétisme japonais à Paris. C'est dans le Marais. Et c'est accessible à la fois pour prendre juste un thé, juste une pâtisserie, et c'est juste un monde à part.
qui va être complètement dédié au thé japonais avec un raffinement qu'on trouve nulle part ailleurs, des thés qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et c'est vraiment une autre expérience du thé où en fait on recentre un petit peu autour de la boisson et finalement les aliments vont venir servir un moment autour du thé. Donc en fait on va jouer sur les textures, etc. Pour aller faire ce moment de thé. Donc disons que c'est une expérience autre pour montrer que cette heure du thé, ce tea time peut avoir beaucoup de réalité en fait selon les endroits où on va le pratiquer. Donc c'est un de mes tea time préférés, mais j'en aime tellement. Là, c'est une photo de tea time au matcha d'un hôtel au Japon. Le matcha, c'est la vague verte qui emporte tout sur son passage. Et c'est vrai que les Japonais ont ce moment aussi de tea time qui passe autant par le cérémonial du service du thé, mais aussi par les pâtisseries qu'ils servent avec toute la sophistication, la précision, le respect de l'ingrédient. Et c'est très saisonnier. Ils y mettent aussi beaucoup de fruits. Donc là, c'est un tea time tout matcha, mais vous avez aussi matcha melon, vous avez les fleurs, vous avez la fraise. Voilà, c'était pour illustrer un peu comment on pouvait donner des aspérités très saisonnières et très culturellement différentes à ce moment du tea time. Et ce qui est amusant avec ce que tu suggères aussi sur ce tea time au matcha, qui fait écho à ce que tu disais, Elisabeth, sur le fait d'intégrer le thé en cuisine ou en pâtisserie. Finalement, le matcha, c'est un peu l'étape 1, parce que comme c'est une poudre, finalement, ça s'intègre en pâtisserie assez spontanément. Enfin, on l'a vu au Japon et du coup, c'est arrivé jusqu'à nous. C'est relativement aisé, parce qu'en termes de texture, c'est facile de l'intégrer dans une préparation pâtissière. Mais en réalité, le thé peut être un ingrédient au même titre que les autres, et on peut s'amuser à avoir des saveurs complètement différentes en infusant du thé, évidemment, comme un baba au rhum ou quelque chose comme ça, c'est très évident, mais on peut aussi faire des beurres au thé, faire des gâteaux au thé, avoir du thé en poudre qui va donner des notes tout à fait différentes. Et quand on voit aussi, par exemple, des notes comme la vanille qu'on est en train de rechercher pour essayer de voir comment on peut aussi trouver des manières d'explorer ces notes-là, autrement qu'avec la gousse de vanille qui est de plus en plus rare. Par exemple, le rooibos que vous évoquez, que tu évoquais, a des notes naturelles de vanille. Donc en fait, faire infuser quelque chose de rooibos, c'est obtenir ce profil très gourmand sans utiliser de vanille. Donc le thé et les infusions peuvent aussi s'intégrer dans la pâtisserie, être dedans et pas seulement à côté. Nous, c'est ce qu'on fait avec le fameux 100% Plaza. Et en fait, on voit bien que selon les associations de saveurs qu'on fait, on travaille de manière très différente. Et là, par exemple, pour l'associer avec le caramel, on a été obligé de le pré-infuser, en fait, l'infuser d'abord dans de l'eau, très classiquement, pour lui retirer toute son amertume, qui était mise très en avant, je pense, par le côté gras, en fait, le côté qui ressort du beurre, en fait, qui ressort des produits laitiers, avec le caramel, et on a obtenu vraiment une saveur très aromatique, très florale et agréable en réinfusant ce thé déjà infusé dans de la crème. Alors ça c'était pour illustrer un petit peu toute la créativité que certains chefs pâtissiers mettent dans ce moment du tea time. Ce que disait Elisabeth, c'est intéressant parce que souvent on a peur de pousser la porte des grands palaces ou des hôtels de luxe. Les jeunes n'ont pas forcément non plus le portefeuille encore assez garni pour avoir une expérience gastronomique. Or, le tea time, par exemple, c'est pour avoir une expérience gastronomique un petit peu plus abordable. En plus, ça peut durer des heures et des heures parce que on peut s'asseoir dans des fauteuils confortables et rester et savourer toutes les pâtisseries et redemander du thé. Donc c'est pour dire que c'est ce moment pâtissier dans des établissements assez haut de gamme deviennent des moments de plus en plus importants pour faire venir des nouveaux clients, des plus jeunes, variés. Et donc, varier les styles devient très important. Ici, c'est un tea time, celui d'avant, pardon, c'est un tea time sur le thème de la série White Lotus. Ah, vous avez peut-être regardé, c'est sur Netflix. Hein, The White Lotus, la saison 3 se déroulait en Thaïlande. Et donc, les hôtels Four Seasons se sont amusés à faire un tea time White Lotus, avec une présentation avec la fleur de lotus et en incorporant plein de saveurs thaïlandaises. Donc tout est bon pour attirer le client quand même, hein,
Mais en même temps, c'est bien parce que ça pousse les pâtissiers aussi à inventer tout un rituel. Ça passe jusqu'à l'art de la table, jusqu'au service, jusqu'au menu. Et après, vous en avez un autre sur la série Bridgerton. Alors, on est de retour dans la tradition britannique, mais voilà, avec des éléments décoratifs super, voilà, super attrayants. C'est un moment un peu hors du temps, un peu magique. Voilà, vous avez ce que font certains palaces londoniens, avec les finger sandwich, les scones, la coupe de champagne, le cocktail. Et finalement, au moment du tea time, il y a plein de boissons, il n'y a pas que du thé. Et alors celui-là, alors moi c'est mon préféré, c'est l'apéritif. Ça, je trouve ça génial comme Quand on concept. disait qu'il n'y avait pas d'heure pour le thé. Hein. C'est l'apéritif. Ça se passe à Londres avec une pâtissière anglaise, Lily Jones. Et alors, elle a détourné ce moment du tea time pour qu'il puisse durer jusqu'à l'apéro, jusqu'au cocktail. Et donc, c'est pour attirer des jeunes qui, au lieu d'aller au pub, déjà boire des cocktails accoudés au comptoir, et ben, on reste dans l'univers confortable du tea time et on prolonge le plaisir jusqu'à l'apéritif. Souvent, on sert la coupe de champagne en premier. On sert la coupe de champagne avant le thé. Nous, c'est ce qu'on fait. Ah, d'accord. Et ben alors, eux, ils servent le cocktail après le thé. Ça fait sens aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, on peut tout à fait imaginer des moments qui allient les boissons avec alcool et les boissons sans alcool. C'est aussi une manière de tempérer, par exemple, un chemin gastronomique. Si on fait un repas ou un tea time très long, de se dire qu'en fait, on ne va pas avoir que de l'alcool, mais qu'on va pouvoir le tempérer avec du thé qui va avoir une autre vocation. En fait, au moment du tea time, c'est tout à fait possible. Et puis, en plus, on voit, je pense qu'on le voit toutes et tous, qu'il y a de plus en plus de désir de sans-alcool. En fait, quelle que soit la raison, que ce soit pour une grossesse, pour une raison religieuse de santé ou juste par goût personnel, en fait, les personnes qui boivent pas d'alcool commencent à être un peu lassées aussi qu'on leur serve de l'eau ou un jus de fruits, qui change quand même toute l'expérience pour le coup. Et en fait, pouvoir leur proposer autre chose que les options un peu pauvres qu'on pouvait trouver il y a quelques années, c'est vraiment super en fait. C'est leur ouvrir le champ des possibles avec une forme de générosité aussi qu'on a envie de retrouver dans une pâtisserie, dans un palace. Et ça, c'est vraiment une possibilité à explorer, il me semble. Et Aya, au Maroc, le thé à la menthe, qui est totalement intégré dans la culture marocaine, n'empêche pas que quand toi tu fais ton tea time, tu fais un tea time comme si c'était un menu gastronomique. Oui, effectivement. Moi, je propose un tea time comme on propose ici en France ou à Londres ou ailleurs. On va être vraiment sur une sélection de thé. On a d'ailleurs envie de collaborer avec le Palais d'été. Je l'ai en tête. Ouais. Et puis, effectivement, on a une petite sélection de petites pièces sucrées, de petites pièces salées. Et c'est un moment très, très apprécié à Casablanca, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. On s'attable, c'est un moment de dégustation, de découverte. Et en général, la clientèle marocaine adore le thé. Pas forcément le thé marocain, mais le thé en général. Oui, en fait, c'est un usage quand on commence à avoir ce rendez-vous de thé, comme tu le disais, de se dire on va chez quelqu'un et c'est un signe d'hospitalité, de relation aussi avec l'autre, etc. On peut ouvrir à plein d'autres choses dans la tasse. Mais oui, tu sais, par exemple, à la boutique, j'ai beaucoup de clients qui viennent des fois pour prendre juste le petit-déj, donc un petit-déj à la parisienne sur le pouce, et qui vont préférer un thé le matin plutôt qu'un café ou un latte. Ça va plutôt être un thé. Donc, On fait notre trou. Et c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, et c'est ça aussi qui nous tient vraiment à cœur, c'est de se dire qu'en fait, il y a autant de cultures de thé que de personnes qui en boivent ou qui en produisent. Et il y a tellement aussi de terroirs qui sont en mesure de proposer du thé que ça vaut le coup de partir à leur rencontre. Nous, c'est ce qu'on fait. Enfin, on a des chercheurs de thé dans notre entreprise qui vont au contact des producteurs pour aller voir ce qu'ils font et acheter auprès d'eux directement.
Et c'est la même logique, encore une fois, que pour le vin, les spiritueux, etc. Il y a vraiment la même intention de valoriser les producteurs, comme on peut le voir de plus en plus dans la gastronomie, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, de se dire en fait, si on choisit tel fruit, on va le choisir de tel producteur et ça aura du sens. Et nous, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste choisir une couleur ou une provenance, on va choisir un terroir, un producteur, et on va avoir envie de le valoriser, lui ou elle, pour le travail qu'il fournit et pour apprécier en fait ce qui nous parvient depuis ces terroirs qui sont souvent assez lointains, bien qu'on ait maintenant du thé de France. Oui, je sais, vous en avez trouvé en France. Oui, on en a trouvé. La question, c'est souvent une question de budget, c'est-à-dire que c'est des thés qui sont extrêmement chers, notamment du fait des coûts de production, ce qui est tout à fait normal, et de la quantité produite, c'est-à-dire que c'est des tout petits volumes en fait aujourd'hui. Donc forcément, nous, c'est des thés qu'on vend en très petite quantité, mais on a envie quand même de les faire découvrir au plus grand monde. Donc on les vend un sachet de 10 grammes, parce qu'on se dit qu'il faut juste les découvrir et qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent le découvrir. Mais en soi, c'est une filière qui est en train de se développer. Et il y en a en France, il y en a en Bretagne, il y en a dans le Pays Basque, il y en a dans les Pyrénées. Et d'ailleurs, les terroirs de thé peuvent être très surprenants. Et en faisant quelques recherches avant cet échange, j'ai vu qu'au Maroc, il y avait eu une filière de thé qui s'était développée dans les années 60-70. Ouais, et que en fait, c'est une filière qui a été abandonnée parce que finalement, il y avait une telle demande dans le pays qui n'était pas du tout étanchée par la production locale, du coup, et qu'en fait, le thé chinois coûtait beaucoup moins cher. Et qu'en fait, du coup... c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui commercialisent le thé au Maroc, énormément. Je pense que c'est l'un des produits les plus achetés au Maroc, mais production chinoise. D'ailleurs, le Maroc, plus gros importateur de thé vert au monde. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est une drogue. Oui, bon pour la santé, avec moins de sucre. Oui, non. Non, mais on en consomme énormément. Énormément, ce que je disais à Hélène la dernière fois, même pour tout type d'occasion. En fait, mariage, baptême, tout type de fête, après un repas. En fait, le thé est un impératif. On ne peut pas s'en passer. Et en même temps, c'est vrai que il y a beaucoup de pays qui rythment leur journée et leurs habitudes avec le thé. Par exemple, dans toute l'Asie centrale, où qu'on arrive, on nous sert un thé. Alors, ça sera peut-être pas le meilleur thé que vous aurez bu, mais par contre, on nous sert du thé. En général, c'est un thé noir très corsé, un peu à la russe, c'est-à-dire très corsé et qu'on va venir diluer avec de l'eau chaude. Donc, c'est encore une autre tradition de thé, mais n'empêche que où qu'on arrive et quelle que soit l'heure, on n'accueille jamais quelqu'un sans une tasse de thé. C'est exactement la même chose au Maroc. Mais vraiment, c'est quelle que soit l'heure. On peut arriver chez quelqu'un à 22h, il va nous proposer du thé à la menthe. Et pourtant, moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer que ce soit arrivé en premier dans les îles britanniques et ensuite en France, et que le thé était plus cher que le café et le chocolat. Donc le thé était réservé à une élite encore plus limitée que l'aristocratie de l'époque du XVIIIe siècle, ou XIXe. Je ne sais plus, 19e. Oui, 19e, je pense. Oui. Au 19e, notamment pour le thé à la menthe, mais effectivement, en fait, c'est arrivé au 17e, et le temps que ça se répande, il y avait vraiment au 18e siècle où il y a eu vraiment cette culture du thé qui est devenue populaire, en fait. Parce qu'à la base, au 17e, mi-17e, c'était plus que l'élite, c'était la cour, en fait. Vraiment, c'était la cour anglaise qui buvait du thé, et on buvait du thé, ça nous marquait socialement. Mais en fait, on a vu dans les importations anglaises, on est passé de 30 caisses à peu près au milieu du 17e à 30 000 caisses moins de 100 ans après. Donc en fait, c'est la massification qui a fait toute la différence. Et en fait, le fait que maintenant, en fait, on boit une cup of tea, quelle que soit notre classe sociale, quelles que soient nos habitudes en réalité. Mais à la différence des Anglais, les Français donnent plus d'importance à ce qu'on mange avec, alors que les Anglais, c'est vraiment le thé le plus important. C'est pour ça que nous, c'est le goûter. Exactement. Puis nous, la table est quand même quelque chose de très important, je pense, culturellement, effectivement. Mais du coup, c'est ce qui est très intéressant. Et on en parlait ensemble, Hélène, aussi sur la culture du tea time qui est arrivé. Donc le tea time de Palace est institué avant qu'on revienne au goûter de Palace, en fait. On a vu cette culture, cette espèce de boucle se former où maintenant, en fait, on assume aussi de faire des goûters qui soient complètement décadents et qui soient proches d'une approche tea time, mais avec ce nom de goûter qui auparavant était beaucoup moins
admise dans les murs prestigieux des palaces, par exemple. Donc oui, effectivement, et on a envie, souvent quand on fait un tea time, c'est plus pour les gâteaux et pour ce qui va être préparé, la minutie aussi de ce qui est servi, plutôt que pour le thé. Et en fait, nous, ce qu'on défend, moi, ce que je défends, c'est de se dire qu'en fait, le thé, il est là aussi pour mettre en valeur ça, et pas pour juste accompagner et étancher la soif, mais vraiment pour pouvoir accompagner et pour pouvoir valoriser en fait chaque étape de dégustation, que ça soit du salé ou du sucré. C'est faire un vrai pairing de thé à chaque pièce salée puis sucrée au moment du tea time. Boire plusieurs types de thé. On boirait vos paroles pendant des heures. Malheureusement, on va devoir se quitter. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur cette question du tea time. On osera pousser la porte de vos établissements, pousser la porte des palaces pour passer un bon moment. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous. Merci pour vos sourires et vos compétences. On va enchaîner. Cette fois-ci, on va laisser le thé de côté. On va parler du chocolat dans quelques instants avec Victoire qui sera avec nous. Merci beaucoup, mesdames.